Dans la littérature scientifique, l'esprit critique, c'est en fait une notion qui n'est pas si bien définie que ça. Quand on creuse, il y a beaucoup de courants théoriques différents qui peuvent s'opposer, qui peuvent même s'affronter parfois. Alors ça dépend aussi des champs disciplinaires, ça peut être la psychologie, ça peut être la philosophie, ça peut être donc les sciences de l'éducation, ma discipline par exemple. C'est très variable. On va pas se perdre dans un élément technique précis, on va aller tout de suite à une définition un peu générale. Une définition qui est large, mais qui est plus ou moins consensuelle dans le courant scientifique majoritaire et dans une grande partie de la littérature scientifique, c'est celle-ci. C'est la pensée critique est une pensée raisonnable et réflexive sur ce qu'il convient de croire ou de faire. Donc alors déjà, on peut noter qu'on parle de pensée critique ici et pas d'esprit critique. Alors ça peut un peu questionner. Effectivement, le terme de pensée critique, il est globalement en France assez interchangeable avec le terme de pensée critique, d'esprit critique, pardon. Dans les courants anglo-saxons, on parlera plutôt de critical thinking, donc c'est pour ça le terme de pensée critique, on sera vraiment plutôt là-dedans. Parfois, il y a des distinctions qui sont faites entre pensée critique et esprit critique, mais ce n'est pas des choses qui vont vraiment nous intéresser ce soir. On va rester sur quelque chose d'un petit peu opératoire quand même. Donc ça, c'était pour le premier point qu'on peut remarquer avec cette définition. Le second point, c'est quand même que c'est très large. Une pensée raisonnable et réflexive sur ce qu'il convient de croire ou de faire. Plus en détail, quand on creuse un petit peu dans la littérature, on voit que cette pensée raisonnable et réflexive, elle renvoie à un ensemble de compétences, schématiquement donc des savoir-faire, des capacités, des choses qu'on est en mesure de faire, d'une part des compétences et d'autre part des dispositions, donc des attitudes, presque même des traits de caractère, qui s'appliquent à donc, des sujets divers, ce qu'il convient de croire ou de faire, mais de façon contextuelle. On reviendra sur cette notion du contexte un petit peu après. Pour rentrer un petit peu dans le détail, quand même, pour montrer un petit peu la variété de ce que peut recouvrir l'esprit critique dans la littérature scientifique, donc des compétences et des dispositions. En compétences, la compétence d'interprétation et d'analyse. Quand on est face, par exemple, aux médias, justement. Aux médias, il s'agit d'interpréter les textes, de les contextualiser, d'analyser. Alors le média écrit, le média vidéo, les images. Il y a énormément de choses à voir. Typiquement, par exemple, dans les images, le rôle du cadrage, le rôle, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Et c'est la même chose dans les textes. Qu'est-ce qu'on discute, qu'est-ce qu'on ne discute pas. Il y a énormément de choses à voir dans cette compétence déjà d'interprétation et d'analyse. Une seconde compétence qui est un petit peu en lien avec ça, c'est la compétence de déduction et d'inférence. Quand on analyse un texte, une image, une vidéo, un objet médiatique, on peut l'interpréter, on peut essayer de le comprendre de différentes façons, en changeant de point de vue, par exemple, en essayant d'adopter un autre point de vue que le sien, etc. Mais on peut aussi tenter justement d'en tirer quelque chose, en fait, donc d'en faire des déductions, d'en faire des inférences. Ça, c'est quelque chose qui est aussi absolument central dans l'esprit critique, puisque les inférences, c'est ce qui vont nous permettre d'articuler les idées. Quand on consulte un journal, par exemple, on ne va pas avoir juste des articles disjoints. D'un point de vue cognitif, ces articles, ils vont s'agencer dans notre tête pour faire un réseau de connaissances, un réseau de pensée, un système de valeurs, etc. Et cette opération mentale de connexion entre les textes, c'est précisément ça, les inférences, les déductions, etc. Toujours sur les questions médiatiques, puisque ça a été un excellent cadrage qui m'a été donné, la question de la crédibilité et de la cohérence d'une source, d'une assertion ou d'un argumentaire. Des compétences qui sont centrales dans l'esprit critique, dans la littérature scientifique, c'est la question de l'évaluation. Quand on est face à une production médiatique, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on sait, ou cohérent avec une cohérence interne, par exemple? Si on est face à un discours d'un homme politique, par exemple, est-ce que si au début de son discours il dit quelque chose, et à la fin il dit quelque chose qui peut sembler être en opposition, ou l'inverse, etc. C'est évaluer la cohérence d'un argumentaire. La fiabilité d'une source aussi. Est-ce que on est face, justement, est-ce que cet homme politique, on sait qu'il est fiable ou non? Pour quelles raisons? Dans quel contexte? Fiable sur quoi aussi? On peut avoir des personnalités qui peuvent être extrêmement fiables
sur un certain sujet et qui ne sont pas du tout sur un autre. Le meilleur exemple de ça étant l'expertise des scientifiques, elle est restreinte à leur champ de compétences. Moi, je suis aujourd'hui avec vous ce soir pour parler d'esprit critique et d'argumentation, parce que c'est mon sujet de recherche. Je ne pourrais évidemment pas venir pour parler de physique quantique, par exemple. Ça semble quelque chose d'extrêmement basique, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, c'est d'où les personnes qui sont interrogées dans les médias parlent, en fait. Les éditorialistes, quelles sont leurs compétences, quel est leur cursus? Les journalistes, quelle est leur formation? Les hommes politiques, quelles sont leurs compétences, leur cursus, leur formation? Ou les militants, par exemple, ça c'est quelque chose qui est très important aussi par rapport à la question de la fiabilité, la crédibilité d'une source. On entend souvent que voilà, le militantisme c'est quelque chose de fondamentalement mauvais parce que ça va biaiser un petit peu, on va être trop investi, trop engagé dans une cause, et du coup c'est quelque chose, on se dit qu'une source militante n'est pas une source fiable. On peut prendre le point inverse, on peut prendre un contre-pied qui est de dire que les militants sont investis dans une cause, sont investis pour, typiquement, je sais pas, les militants pour la cause animale, les militants écologistes, ce genre de choses, quoi. On peut dire, bon, ils sont très investis émotionnellement, politiquement, etc. Oui. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de connaissances sur cette question. Donc, sont-ils plus fiables ou moins fiables que quelqu'un qui va se poser en expert? Une autre question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est aussi le type de connaissances qu'on a. Les scientifiques ont des connaissances académiques, argumentées, construites. Les militants ont d'autres types de connaissances. À ce sujet, il y a des travaux qui sont très intéressants justement sur les questions agricoles, puisque il y a eu des études qui ont été faites sur des scientifiques et sur des controverses scientifiques, tous les courants de sociologie des sciences, qui indiquent que, je crois que c'était pas très loin d'ici, d'ailleurs, c'était peut-être en Bretagne justement, où il y a eu une pollution de façon un petit peu locale, etc. Et donc les agriculteurs, donc les personnes directement concernées, donc faisaient remonter ça, en disant, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, nos plantes elles meurent, c'est problématique, quoi. On voit qu'il y a quelque chose. Et les scientifiques, ils comprenaient pas trop, et en fait leur premier réflexe a été de dire, nous on voit rien, donc il n'y a rien. En fait, plusieurs années plus tard, après moult études, discussions, controverses scientifiques, etc., on s'est rendu compte que c'est les agriculteurs qui avaient raison depuis le départ. Pourquoi est-ce que je parle de cet exemple un peu précis? C'est pour introduire une notion qui est celle de connaissance vernaculaire. C'est le sens de, on a une forme d'expertise dans notre sujet. Typiquement, moi je travaille en sciences de l'éducation, donc j'ai beaucoup de connaissances de par mon travail sur ce que c'est que l'éducation, sur ce que c'est que l'enseignement, etc. À côté de ça, je ne pourrais pas expliquer à un professeur, un enseignant, comment gérer sa classe. Un enseignant, dans sa classe, sera beaucoup plus expert que moi, parce qu'il connaîtra le profil des élèves, toutes mes connaissances générales, toutes mes connaissances théoriques, qui peuvent marcher, entre guillemets, en moyenne, elles ne pourront pas s'appliquer de la même façon à une classe donnée. Je peux proposer, moi, en tant que didacticienne des sciences, une séquence qui, scientifiquement, peut mieux marcher, mais si l'enseignant me dit, moi dans ma classe, ce que vous me proposez, ça risque pas de marcher parce que voilà, j'ai ces 3 élèves-là qui vont complètement planter mon cours, en fait, quoi. Ça ne pourra pas fonctionner, quoi. Je ne peux que le croire. Ça sert à rien d'essayer de dire, non, voilà, la science me dit que, oui, mais sauf que là, en l'occurrence, mes connaissances scientifiques, elles ne s'appliqueront pas à ce cas-là. Donc, la question de la crédibilité, de la cohérence d'une source, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, En lien avec ces questions d'évaluation, on est un peu sur l'autre pendant, qui est le pendant de la justification. Des compétences cruciales pour l'esprit critique, c'est le fait de savoir justifier ses choix, poser des critères de justification, et produire un argumentaire qui soit robuste. Justement, si moi je suis en débat avec un enseignant, il s'agira de... Si je veux absolument lui faire passer quelque chose, j'ai intérêt à avoir des bons arguments. Et l'enseignant, lui, avec les arguments qu'il a de connaissances, c'est aussi des bons arguments. L'intérêt, en fait, quand on a ces deux grandes compétences un peu générales en tête, c'est... Alors peut-être que vous serez un peu déçus du coup, mais l'esprit critique, c'est pas quelque chose où on a une grande recette qui fonctionne.
entre guillemets à tous les coups, en se disant bon, voilà, on va appliquer cette méthode-là et on aura de l'esprit critique. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. L'esprit critique, c'est quelque chose d'éminemment contextuel, tout se fait au cas par cas. C'est quelque chose d'extrêmement important à garder à l'esprit. Quand il y a une question, si on veut avoir de l'esprit critique sur cette question, il s'agit de regarder précisément les arguments, les assertions au cas par cas. On va y revenir un petit peu après. Une dernière compétence un peu centrale dans la littérature sur l'esprit critique, c'est la question de l'évaluation et de l'autorégulation de sa propre pensée. Alors les psychologues appelleront ça la métacognition, en philosophie, en sciences de l'éducation, parfois on appellera ça la réflexivité. C'est quelque chose d'extrêmement important en lien avec ces premières compétences, hein. C'est comment est-ce qu'on évalue la crédibilité et la cohérence d'une source, comment est-ce qu'on justifie des arguments, etc. L'idée de cette dernière compétence de réflexivité, d'auto-évaluation, c'est en quelque sorte, de pouvoir évaluer ce que dit autrui et ce que nous on dit à l'aune des mêmes critères. Pouvoir évaluer nos propres arguments à l'aune des arguments à l'aune des critères qu'on aurait utilisés pour juger autrui. C'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est quelque chose de aussi extrêmement complexe. Ça implique une décentration de soi qui est très importante, ça implique aussi une forme d'empathie cognitive, pouvoir se mettre vraiment à la place de quelqu'un. C'est une compétence qui est très 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 loin d'être évidente. Ce qui m'amène aux dispositions, puisque la première disposition dont j'aimerais vous parler, c'est la notion d'humilité et d'honnêteté intellectuelle. L'humilité intellectuelle, tout d'abord, c'est précisément ça, c'est le fait de partir du principe que si une personne est en désaccord avec nous, c'est peut-être parce qu'elle a des bonnes raisons de l'être. Alors, peut-être que quand on creuse un petit peu dans son argumentaire, etc., on peut se dire que finalement cette personne a tort, mais il faut pouvoir le justifier, et il faut pouvoir le justifier honnêtement. Est-ce qu'elle a complètement tort? Est-ce qu'elle a juste partiellement tort? Est-ce que nous avons partiellement tort? Là, on est dans les dispositions, on est vraiment plus sur des traits de caractère, sur des choses qui sont vraiment générales. Donc la disposition de réflexivité, j'en parlais un petit peu, c'est un petit peu différent de la compétence, dans le sens où quand on parle de disposition de réflexivité, on va vraiment être sur une attitude un peu générale, une façon d'appréhender le monde, presque un trait de caractère, vraiment, est-ce que quand on est face à un problème, on va essayer spontanément de se décentrer de sa position. Les deux sont en lien, toutes ces compétences sont en lien avec ces dispositions. Si on est disposé à le faire, spontanément, ou si on a appris à être disposé à le faire, on va développer la compétence. Moi, si dans mon travail de scientifique, quelque chose qui fait partie de mon travail, c'est la réflexivité, justement, je dois être constamment vigilante aux potentiels biais de mes expérimentations, à toutes les failles de mon propre discours, etc. Donc je vais cultiver cette disposition. De fait, spontanément, quand on me propose un travail scientifique ou quand je dois produire un travail scientifique, je vais devoir être réflexive. De fait, si j'ai cette disposition qui est un peu cultivée, forcément, je vais développer la compétence associée, puisque je vais devoir le travailler. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se cultive. L'inverse n'est pas complètement vrai. On peut savoir le faire, mais ne pas être disposé à le faire. Typiquement, on a des cas justement de scientifiques qui sont éminents dans leur domaine, et qui, après, vont discuter d'autres choses avec des positions qui peuvent être parfois stratosphériques. Ça arrive. Le rôle du contexte, et j'en parlerai un petit peu après, est vraiment quelque chose de central par rapport à ces questions de disposition et de compétences. Autre chose par rapport à ça, la curiosité, la volonté de comprendre, la volonté de s'informer, un souci pour la véracité. Un peu en lien avec l'humilité et l'honnêteté intellectuelle. Quand on est face à une affirmation, quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, est-ce qu'on part du principe que si on ne comprend pas, c'est forcément qu'il n'y a rien à comprendre, c'est que c'est faux, que c'est complètement inintéressant, ou au contraire, on se dit, tiens, peut-être qu'il y a des choses à creuser. En fait. Peut-être que, pourquoi cette personne dit ça, pourquoi, tiens, cette chose-là est un peu étonnante, elle est frappante. Comment est-ce qu'on peut s'informer, comment est-ce qu'on creuse? Alors vous voyez, tout ça, c'est vraiment... Je le présente sous forme de liste, mais tout est interconnecté, en fait. Ça, c'est pour ça quelque chose qu'on a un peu du mal à démêler au niveau de la littérature scientifique, qu'on se retrouve avec des définitions très larges, comme ça. Une pensée raisonnable et réflexive, parce qu'on doit, justement,
Quand on veut le découper, on se rend compte que voilà, bon, bah, la compétence d'évaluation, elle est en lien avec la réflexivité, qui est en lien avec l'humilité, puis la curiosité, puis en fait aussi l'évaluation, la justification, bon, enfin, une autre disposition qu'on peut aussi rapprocher de l'honnêteté intellectuelle, c'est la rigueur intellectuelle. Il s'agit d'être précis. Typiquement en lien avec la compétence de poser des critères. Hein. Quelle définition à nos termes quand on emploie le terme de croissance économique, par exemple. Le terme de croissance économique, qu'est-ce qu'il recouvre précisément? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un indicateur, mais de quoi? Ça, en termes de questions citoyennes, il y a vraiment des vrais enjeux par rapport à ça. Les élections, les représentants, bah, qu'est-ce que c'est en fait, in fine, un représentant élu? Quelles sont ses tâches, quelles sont ses missions, quels sont ses devoirs, etc. Vous voyez, on aura besoin, si on veut, entre guillemets, exercer un esprit critique parfait, hein, ce qui évidemment n'est jamais atteignable, hein, on est toujours aussi des humains avec nos contraintes, etc. On doit aussi avoir ce souci presque constant de rigueur intellectuelle, ce qui impose une vigilance importante. On doit théoriquement, à nouveau théoriquement si c'est possible, être constamment un peu vigilant quand on est face à une assertion, face à une source d'information, à une vidéo, à une pièce médiatique, être vigilant, être rigoureux. Alors évidemment, ça ne s'applique pas à tout. Quand on est face à un film de fiction, par exemple, on n'est pas obligé d'être aux aguets sur qu'est-ce qui pourrait être faux. Vous voyez, par exemple, on ne va pas dire « Ah oui, mais dans Star Wars, en fait, les lasers, ils ne font pas de bruit parce que le son ne se circule pas dans l'espace. » Ah oui, mais quel intérêt on va avoir à ça? C'est un film de fiction, il y a une suspension de jugement. En revanche, on pourrait discuter dans Star Wars des représentations politiques dans Star Wars, par exemple, ou des représentations genrées. Ça, c'est des questions aussi, parce que ça peut renvoyer quelque chose dans la société. Question de contexte, toujours. De quoi on va parler? Pas juste Star Wars, un truc spécifique. Pour ça, une dernière disposition, c'est aussi l'ouverture d'esprit et la flexibilité. Si on est curieux, si justement on est réflexif, qu'on cherche à se mettre à la place d'autrui, il s'agit aussi de pouvoir prendre en compte autrui. Vraiment. De dire, tiens, peut-être que finalement on est prêt à changer d'avis, on est ouvert aux différents points de vue, on est ouvert aux alternatives. À nouveau, il ne s'agit pas d'être ouvert de façon complètement, entre guillemets, pas de façon complètement libre, hein, c'est pas complètement open bar, et si quelqu'un nous dit quelque chose, on ne va pas être à dire « Ah oui, bon, ok, on m'a dit ça, donc je vais être ouvert d'esprit et je vais accepter ». Non, il y a toujours cette question de l'évaluation. On va être ouvert à un point de vue, après avoir analysé, évalué le point de vue. Rigueur intellectuelle. Et donc bon, là, on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement larges, mais en même temps, on ne peut pas vraiment définir mieux l'esprit critique de façon large. Et c'est précisément le problème. Les dispositions à l'esprit critique là, que je vous ai présentées, elles sont plus ou moins transversales. Et vraiment, il y a beaucoup de travaux dans la littérature qui montrent que ça s'applique de façon large, mais pas que. Il y a possibilité de transférer certaines compétences d'une situation à une autre. Vous voyez, moi par exemple, je travaille sur les questions socio-scientifiques. Avec les élèves, ils peuvent transférer certaines de leurs compétences. Par exemple, quand ils font un débat sur le nucléaire, ils argumentent sur le nucléaire d'une certaine façon, alors entre guillemets plus ou moins bien. Et après, ils peuvent transférer une partie de ça à une argumentation sur la bioéthique, par exemple. Mais pas tout. Ça, c'est un vrai enjeu. On ne peut pas avoir un esprit critique total et général, en fait. Pourquoi ? Notamment à cause du rôle des connaissances. On ne peut pas avoir un esprit critique, on ne peut pas mobiliser son esprit critique sur un sujet auquel on ne connaît rien. Moi, je vais avoir un esprit critique potentiellement très aiguisé sur l'éducation, parce qu'évidemment, c'est mon travail d'avoir un esprit critique aiguisé sur l'éducation. En revanche, si on me parle de physique quantique, si on me parle de macroéconomie, je n'aurai pas d'esprit critique, je ne pourrai pas en avoir, je ne m'y connais pas assez, tout simplement. La première étape pour avoir de l'esprit critique, en fait, c'est de se documenter. C'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, c'est un peu ballot à dire, hein, mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment central dans la littérature. Il y a beaucoup de travaux qui montrent ça, quoi.
de fait, il ne faut pas oublier le rôle du contexte. Alors le contexte épistémique, donc c'est ça, hein, c'est vraiment le contexte un peu disciplinaire, c'est voilà, donc c'est ce qu'on sait, c'est le sujet de connaissance dans lequel on est. Donc voilà, typiquement, si on va parler de sciences plus que d'économie, ou plus que, enfin bon, l'économie est une science, mais je veux dire de sciences naturelles plus que d'économie, ou plus que de philosophie, etc. Alors forcément, on ne va pas pouvoir développer la même finesse dans le discours, dans le raisonnement, puisqu'on n'aura pas les compétences associées, enfin les connaissances associées. Mais le contexte, c'est quelque chose d'extrêmement large. Et il y a aussi beaucoup de travaux qui montrent que dans l'usage de l'esprit critique, on est vraiment dans des situations. L'esprit critique, c'est pas quelque chose qui est un peu... Enfin, c'est pas... Justement, c'est un peu... En plus, c'est un peu incité par le terme esprit critique. On a un peu ce côté esprit critique et tu l'as. Mais non, l'esprit critique n'est pas quelque chose de désincarné. L'esprit critique, c'est quelque chose qui va s'appliquer dans une situation donnée. Donc de fait, il y a des éléments de contexte. Un exemple extrêmement trivial, mais qui est vraiment important. Si on a faim, si on est fatigué, ce sera plus compliqué d'exercer un esprit critique. Très basiquement, hein, si on vous demande de prendre une décision sur un sujet complexe, même si vous avez des connaissances sur la question, si vous n'êtes pas dans une disposition à un instant T pour le faire, vous ne pourrez pas. Et c'est complètement normal. C'est complètement normal. On peut pas... Le contexte, donc ça c'est pour le contexte un petit peu, bon, entre guillemets temporel. Il y a aussi la question du temps, hein, c'est est-ce qu'on vous demande de le faire dans l'instant ou pas. On va y revenir un petit peu après sur la question du temps qui nous est nécessaire pour réfléchir à ce genre de choses. Le contexte matériel aussi, comme je le disais, hein, le fait d'avoir de l'esprit critique, ça passe par des connaissances, mais encore faut-il pouvoir s'informer. Encore faut-il avoir le temps de s'informer. Les médias, voilà, il faut pouvoir justement regarder différents médias, les lire, croiser les sources pour les évaluer, quel temps on a pour acquérir des nouvelles connaissances sur un sujet, etc. Se documenter, ça prend du temps, et ça prend de l'énergie, et ça prend des ressources. Si on a une mauvaise connexion à Internet, ce sera beaucoup plus difficile de se documenter sur Internet, typiquement. C'est quelque chose d'extrêmement bateau, hein, mais en fait c'est important à garder en l'esprit, quoi. Le contexte social aussi. Selon la position dans laquelle on est, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas, on sera plus ou moins forcé de ne pas avoir l'esprit critique. Typiquement, quelqu'un qui est dans une position subalterne dans une entreprise, il pourra, tant qu'il veut, avoir de l'esprit critique sur une décision qui est prise dans l'entreprise par sa hiérarchie, ça ne lui servira à rien, en fait. Vu que de toute façon, il ne pourra pas changer cette décision. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent justement dans l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, etc. Alors nous, on peut critiquer autant qu'on veut cette décision, mais s'il ne se passe rien derrière, parce qu'on n'est pas en position de changer, est-ce que du coup on peut considérer qu'on a de l'esprit critique? On sait que ça restera très abstrait. Bon, après cette petite présentation là, sur l'esprit critique de façon très très large, j'aimerais bien aussi parler un petit peu de la nécessité de rester critique sur l'esprit critique. Puisque justement, beaucoup des ressources qui parlent d'esprit critique diffusent des conceptions inexactes, erronées, voire dangereuses de ce qu'est l'esprit critique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse un petit peu, si justement vous avez vu beaucoup de choses dans les médias sur l'esprit critique, ce que je vous ai dit là, ça peut sembler en décalage par rapport à ce que vous connaissiez. Pourtant, ce que je vous ai dit là, comme vous avez pu le voir à pas mal d'endroits, il y avait comme de la littérature scientifique qui était derrière, quoi. Ça n'est pas étonnant, du coup il y a quand même au moins deux grandes conceptions, alors il y en a beaucoup plus, mais je vais en parler de deux en particulier, qui sont très fréquemment diffusées. La première, c'est l'esprit critique, c'est la méthode scientifique. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. L'esprit critique, c'est... on va l'assimiler en fait à ce que font les scientifiques dans leur travail, quoi. Alors ça c'est quelque chose en plus qui est extrêmement pervers parce que c'est parfois diffusé par les scientifiques eux-mêmes. Vous comprenez, évidemment, moi en tant que scientifique, c'est très confortable pour moi de dire, évidemment, moi ce que je fais c'est l'esprit critique, donc je vais incarner l'esprit critique. Sauf que, donc écoutez-moi, je suis de l'autorité, pas forcément en fait, c'est aussi une question de, justement, les arguments en propre, etc. Donc, déjà la question de la méthode scientifique, on ne sait pas ce que c'est, d'un point de vue de la littérature scientifique, justement, il n'y a pas vraiment de méthode qu'on peut isoler,
On va pas avoir une méthode précise. Enfin, évidemment, un historien ne va pas du tout travailler comme une biologiste, qui ne travaillera pas du tout elle-même comme un sociologue, qui ne va pas du tout travailler elle-même comme une astrophysicienne, par exemple. Évidemment. La méthode scientifique, c'est quelque chose de très difficile. Les pratiques scientifiques sont très, très variées. À cause des objets, à cause des méthodes, etc. Ensuite, par rapport à cette méthode scientifique, justement, ce que font les scientifiques, la construction des savoirs scientifiques, ça se base toujours minimalement, effectivement, sur des éléments qui sont empiriques, sur de l'expérience ou observationnels. On va observer des situations, un biologiste, un zoologue qui va, entre guillemets, découvrir une nouvelle espèce, quoi, c'est un élément qui est empirique, il n'aura pas d'expérience contrôlée pour mettre en évidence une nouvelle espèce, ça va juste être observationnel. Cela dit, les théories jouent un rôle majeur en science pour structurer les connaissances passées et j'insiste, les observations futures. En tant que scientifique, on a toujours des lunettes spécifiques quand on va regarder un fait. On va jamais être... le fait neutre, ça n'existe pas, en fait. On va toujours arriver... Moi, typiquement, si je vais dans une classe, si je vais dans une classe et que je vais justement essayer de faire une observation dans une classe pour mes recherches, alors moi, je travaille sur l'enseignement de l'argumentation plutôt côté élève. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les élèves développent cognitivement l'argumentation. Si je vais filmer dans une classe une situation d'enseignement sur l'argumentation, je vais regarder les élèves. Et je vais voir beaucoup de choses, hein. Enfin, comment est-ce que les élèves réagissent, comment ils argumentent, etc., quoi. Par contre, avec mes cadres de pensée, mes cadres théoriques, peut-être ce que l'enseignante va faire ou ce que l'enseignant va faire, je ne le verrai pas. Et mon collègue qui travaille sur les enseignants, lui, ça va lui parler. Il va dire « Ah bah tiens, comment est-ce que tu n'as pas vu ça? Vraiment, c'était évident. » Bah oui, mais en fait, le fait scientifique, ce que moi je vais considérer comme un fait scientifique dans cette observation de classe, il sera en lien avec les théories sur lesquelles je me base, qui seront peut-être pas forcément les mêmes. Il ne s'agit pas d'être relativiste, hein, il s'agit juste de garder... Enfin, relativiste. Il ne s'agit pas de considérer que les faits n'existent pas et qu'on peut faire ce qu'on veut, etc. C'est juste que la notion de fait, c'est quelque chose de beaucoup plus fin que juste les faits qui existent en dehors de nous, complètement en dehors de nous, et des opinions qui seraient uniquement dues aux humains, etc., quoi. Un dernier point par rapport à ça, justement, c'est que les savoirs scientifiques sont toujours incertains, potentiellement sujets à révision. Il y a énormément d'exemples en histoire des sciences qui indiquent, de façon très explicite, que ce qu'on pouvait penser pour acquis ne l'était peut-être pas forcément. Alors évidemment, à nouveau, il ne s'agit pas de tout remettre en question tout le temps. On a des éléments factuels très clairs et très solides sur beaucoup de choses. La mécanique newtonienne, par exemple, il n'est pas question de la remettre en question. Le fait que la Terre soit pas plate, que la Terre soit ronde, enfin sphéroïde, on ne va pas le remettre en question. On a des images satellites extrêmement nettes du fait que la Terre soit ronde, quoi. En revanche, il y a des théories qui peuvent être débattues et qui peuvent être en fait complètement mises à la poubelle. Ça peut arriver. Les paradigmes de pensée... Typiquement, il y a beaucoup de débats en ce moment chez les physiciens sur tout ce qui est matière noire, qu'est-ce que ça veut dire, comment, etc., comment est-ce qu'on interprète ça. Peut-être qu'en fait, dans 50 ans, peut-être 10, 15, en fait, on va se dire, finalement, la matière noire, ça n'existe pas, en fait, tous nos modèles, ils ne marchaient pas, quoi. Peut-être, on n'en sait rien. C'est précisément ça l'enjeu. Toutes les connaissances scientifiques ont toujours cette dimension d'incertitude plus ou moins fine, plus ou moins massive. Un autre exemple par rapport à ça, qui est un peu plus, peut-être un peu plus appliqué, c'est pour les OGM. Oui, les OGM, bon, alors, au début, il y a eu beaucoup de controverses, peut-être que vous vous souvenez de l'affaire Serralini, par exemple, avec est-ce que les OGM, c'est sain ou pas, etc. Maintenant, on commence à avoir un recul scientifique suffisant pour dire que les OGM, c'est pas dangereux pour la santé, quand on en consomme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En revanche, on a aussi des gros soucis avec les OGM sur la question de l'impact environnemental. Parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas, en fait, et personne ne sait quel impact environnemental ça peut avoir de cultiver des OGM. Et une raison pour laquelle on ne peut pas le savoir, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment essayer. Parce que si on le fait, dans une expérimentation, et que justement on voit que c'est un impact environnemental, il sera trop tard. Donc évidemment, d'un point de vue éthique, on va éviter de le faire. Il y a des expérimentations qui sont menées de façon extrêmement localisée dans une île perdue dans l'Atlantique, où justement les scientifiques font extrêmement attention à contrôler le moindre paramètre, mais comme c'est des systèmes extrêmement complexes, forcément on va avoir c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, etc. On a toujours une forme d'incertitude sur les savoirs scientifiques.
Bon, alors ça vous dit pas trop, là, je présente un peu la méthode scientifique, ça dit pas trop le lien avec l'esprit critique. Ben justement, il y a des articulations entre science et esprit critique, hein. Il y a des exigences générales qui sont assez proches. Le fait d'être rigoureux, le fait d'être réflexif, le fait d'être systématique, en lien avec la rigueur intellectuelle, rechercher une forme de véracité, à incertitude près, mais rechercher une forme de véracité, tout ce qui est l'honnêteté intellectuelle, l'humilité intellectuelle, c'est effectivement en lien, hein, avec ce qu'on peut faire en science et ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'esprit critique. Certaines compétences centrales qui sont communes aussi, notamment ce qui est en lien avec l'argumentation. Les scientifiques argumentent. L'argumentation, je reviendrai un petit peu dans la suite là-dessus. Et les sciences apportent des connaissances, hein, les sciences de façon large, hein, les sciences physiques, naturelles, humaines et sociales, ça apporte des connaissances et des compétences, notamment méthodologiques, qui permettent d'outiller notre esprit critique. Donc il y a bien des articulations, mais il y a aussi des oppositions, et des oppositions fortes. En particulier, une opposition qui est fondamentale entre les sciences et l'esprit critique, c'est que tout ce qui est démarche et méthode utilisée en science, ça vise à produire de la connaissance. L'esprit critique, comme je l'ai dit, une pensée raisonnable et réflexive, qui consiste à qui permet de déterminer ce qu'il convient de croire ou de faire. Ça permet de faire des décisions. Et ça, c'est très important, puisque confondre science, production de connaissances, et esprit critique, production de décisions, c'est risquer la dérive scientiste. Il ne s'agit pas, justement, les sciences ne sont pas prescriptives. Les sciences, elles nous donnent des éléments qui nous permettent de décider. Typiquement, les sciences, elles nous disent très clairement que si on continue à laisser le réchauffement climatique sans aucun contrôle, ça va avoir des conséquences absolument dramatiques. Bon. Sauf qu'ensuite, après, le choix qui est derrière n'est plus scientifique. On pourrait complètement dire, de façon totalement amorale du coup, dire bon bah voilà, c'est comme ça et tant pis quoi. Juste, on a l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Par ailleurs, par rapport à ces oppositions, l'esprit critique ne se limite pas aux sciences. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit très fréquemment comme conception véhiculée dans les médias, c'est l'esprit critique, ça s'applique que sur ce que les sciences peuvent traiter. Alors les sciences de façon large, mais que sur ce que les sciences pourraient traiter, quoi. Et ça peut quand même s'appliquer aussi de façon très claire à notre vie quotidienne, hein, de façon très variée à notre vie quotidienne, vraiment. Parce qu'on pourrait dire, voilà, la décision politique, la décision démocratique, alors oui, c'est quelque chose que les sciences peuvent traiter, alors l'économie, la sociologie, les sciences politiques, etc., beaucoup de choses, hein. Mais en l'occurrence, non, l'esprit critique s'applique aussi à des choix extrêmement basiques de notre vie quotidienne, quoi. Est-ce qu'on va acheter ce vêtement plutôt qu'un autre? Pourquoi? Par exemple. Dans l'autre sens, les sciences ne se limitent pas à l'esprit critique. C'est aussi quelque chose qu'on peut aussi assez fréquemment voir. C'est les sciences, c'est l'esprit critique non plus. Les sciences, ça regroupe un bagage de théories, de pratiques et de compétences qui dépassent très largement les compétences et dispositions de l'esprit critique. Un exemple extrêmement basique, hein, c'est pas parce que un microbiologiste sait très bien faire des piquetages dans ses expérimentations, une maîtrise technique extrêmement précise de comment ça fonctionne une pipette, de comment est-ce qu'on va mettre les échantillons de virus dans les machins, qu'il y aura de l'esprit critique. C'est une compétence qui est totalement essentielle pour son travail, mais ça ne relève pas de l'esprit critique. Une autre compétence, une autre conception sur l'esprit critique, je suis allé un peu plus vite sur celle-ci, c'est justement celle sur les fake news. L'esprit critique, c'est savoir discerner le vrai du faux. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Alors effectivement, ça a un lien, hein, l'esprit critique, ça permet justement d'analyser, d'évaluer critiquement. En revanche, l'esprit critique, ce n'est pas seulement savoir discerner le vrai du faux. Il y a plusieurs problèmes à cette conception de l'esprit critique, des problèmes extrêmement importants. Tout d'abord, c'est considérer les individus uniquement comme consommateurs et consommatrices d'informations. Alors que non, justement, dans notre vie quotidienne, dans notre vie politique, dans notre vie démocratique, nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, en tant que citoyennes, on n'est pas uniquement consommateurs d'informations. On peut d'une part en produire, et on peut aussi s'en servir. On peut agir, on peut la partager, etc. On ne va pas juste être face à une information et qui va nous dire savoir pour qui voter, oui ou non, vrai ou faux, etc. Et c'est tout. Non, on a un pouvoir d'agentivité. Se limiter à ça, l'esprit critique, c'est savoir discerner le vrai du faux, c'est uniquement une vision passive de la citoyenneté.
Ça, je parlais de vision un peu dangereuse tout à l'heure, c'est typiquement ce genre de choses. Notamment parce que considérer uniquement l'opposition vrai-faux, c'est ironiquement tout à fait anticritique. Alors, je vais vous donner un exemple assez simple. On a deux journaux. Alors, un qui titre heureusement la loi X a été votée, et l'autre qui titre malheureusement la loi X a été votée. Alors ça, c'est bien évidemment deux messages qui sont radicalement opposés. On ne peut pas vraiment faire plus opposé que ça. Par contre, si on est dans une optique de l'esprit critique, c'est savoir trancher le vrai du faux, ben comment on décide? Là, c'est vrai, la loi X a été votée. On est vraiment sur un truc qui factuellement est vrai dans les deux cas. Mais c'est ni vrai ni faux en fait. Là, en l'occurrence, l'enjeu c'est le registre. Là, on n'est pas sur un registre de vérité ou de fausseté, on est sur un registre de est-ce que c'est désirable, est-ce que c'est nuisible ou pas, est-ce que c'est profitable à la société. Et l'esprit critique, c'est quelque chose qui va nous outiller pour ça, justement. Du coup, j'en viens à ma deuxième partie. L'esprit critique citoyen. Comment faire? Donc, comme je l'ai dit, moi je travaille sur l'enseignement de l'esprit critique et de l'argumentation. Et en fait, donc pour la petite histoire, moi je suis venu à travailler sur l'esprit critique via l'argumentation. Mes recherches ont d'abord été portées sur l'argumentation, et en fait c'est en creusant mes travaux sur l'argumentation que j'ai vu les liens avec ce qu'on pouvait considérer comme l'esprit critique dans la littérature scientifique. Puisque l'argumentation, en fait, c'est une pratique épistémique, une pratique qui est en lien avec les connaissances, la construction de connaissances, c'est ça, épistémique, construction de connaissances. C'est une pratique épistémique qui est centrale dans l'esprit critique dans tous les contextes. C'est quelque chose de central. Donc dans les différentes disciplines académiques, donc je disais les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences physiques, etc. Pour aborder, donc là c'est un peu notamment mes travaux, donc pour aborder les sujets transdisciplinaires comme les questions socio-scientifiques. Alors le Morin en question ici n'est pas Edgar Morin, c'est Olivier Morin, mais c'est aucun lien de parenté. Et donc aussi dans la vie courante, et là, notamment la vie citoyenne, prise de décision. À titre personnel, dans mes recherches, moi je considère que l'esprit critique, c'est une pratique de l'argumentation, une pratique normée de l'argumentation. C'est quelque chose qui est débattu dans les milieux scientifiques, en quelle mesure est-ce que l'argumentation c'est une pratique qui est centrale pour l'esprit critique, ou est-ce que c'est l'esprit critique? Moi je travaille plus sur l'argumentation, donc je suis plus de cette seconde obédience, on va dire, théorique, notamment parce que justement, par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, oui, il y a un côté un peu flou, un peu vaste, un peu large, etc. Et donc d'un point de vue méthodologique, ça va être très difficile à évaluer. Quand est-ce qu'on a de l'esprit critique? Quand est-ce qu'on sait interpréter un texte? On ne sait pas trop quoi. Alors que l'argumentation, déjà, on est sur quelque chose d'un peu plus concret. On est déjà sur quelque chose d'un peu plus robuste, tangible. Et donc c'est précisément ça que je vais faire avec vous maintenant. Donc, fermez les yeux, sentez la lavande, entendez les cigales, même fin novembre, avec le réchauffement climatique, tout est possible maintenant. Vous habitez un petit village d'environ 800 habitants et habitantes du sud de la France, dans lequel un entrepreneur souhaite installer son usine de retraitement de déchets de construction. C'est un petit village. La mairie organise une consultation publique. Est-ce qu'il faut permettre à l'entrepreneur de s'installer? Là, on est vraiment sur quelque chose de prise de décision citoyenne, démocratie participative immédiate, enfin quelque chose de très très clair, quoi. Donc dans une optique de prise de décision, il va bien falloir argumenter. Là, on va devoir utiliser son esprit critique. Est-ce que oui ou non? En plus, entre guillemets, on a de la chance, c'est un peu binaire là pour une fois, donc... dans ce cas-là, on a une grande diversité d'arguments sur cette question. On peut vraiment aller très 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 finement. Des arguments environnementaux. Est-ce que cette usine, elle pollue? Est-ce que donc la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de la pollution sonore aussi potentiellement? Quel impact sur la faune et la flore locale, par exemple? Alors, on est dans un petit village du sud de la France, dans la garrigue, etc. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que ça peut déclencher des incendies, par exemple? Oui, c'est sec l'été. Des arguments sanitaires aussi par rapport à ces questions de pollution. Est-ce que c'est nuisible? Typiquement, le bruit sera entre guillemets juste nuisible, ou est-ce que c'est carrément dangereux pour les riverains? C'est une vraie question à se poser.
Puis il y a des arguments qui sont pas du tout de cet ordre-là, il y a des arguments qui sont plutôt d'ordre économique ou d'ordre social. Puisque bon, ce petit village, quand même, il bénéficierait bien d'avoir une entreprise aussi. Donc, c'est quoi les impôts locaux dans la commune? Combien d'emplois ça pourrait amener dans cette commune? Quel bénéfice, en fait, le village pourrait tirer à mettre en balance avec, justement, est-ce qu'il y a de la pollution ou pas? Vous voyez, alors ça, c'est vraiment des questions, parce que justement, selon les réponses aux questions qu'on va avoir, la décision sera absolument pas la même. Si on est sur quelque chose de totalement nuisible et dangereux, alors là, on va dire, bah non, absolument pas. Puis il y a des arguments qui sont mixtes aussi, et ça c'est quelque chose qui est très important, c'est que ce genre de questions, justement, on ne peut pas vraiment distinguer, hein, moi je dis environnemental, sanitaire, économique, et puis il y a des arguments qui sont mixtes. Alors, quel est l'impact de l'usine sur l'activité viticole bio voisine? Parce que bon, là, on est complètement à la fois sur l'environnemental, du sanitaire et du économique et social. Le viticulteur d'à côté, son industrie, enfin sa vigne elle est bio, donc il y a un label, donc avec des réglementations politiques. Est-ce qu'il y a des polluants? Est-ce que du coup il risque de perdre son emploi bio, son label bio, qui du coup contribue aussi à la commune économiquement? Ce genre de questions comme ça, mixtes, on ne pourra pas distinguer complètement. Alors on peut un peu distinguer, mais il y aura des petits nœuds comme ça, où on ne pourra jamais vraiment distinguer est-ce que c'est plus économique, ou plus sanitaire, ou plus environnemental. Parce que justement, c'est des questions qu'on dit complexes. Toutes ces dimensions-là de la question, elles sont interreliées de façon très forte, quoi. Un point important par rapport à ça, c'est que nos valeurs, hein, quand on doit prendre une décision dans ce genre de contexte, nos valeurs, elles vont jouer un rôle absolument central dans cette prise de décision. Déjà, à travers la hiérarchisation des domaines. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, voilà, si c'est quelque chose de potentiellement dangereux et nuisible pour les riverains, c'est un veto complet, quoi. Ça, c'est mes valeurs. Quelqu'un d'autre pourrait dire, ouais, en fait, c'est peut-être nuisible et dangereux, mais bon, seulement pour une personne qu'on n'aime pas trop dans un coin de la commune, et là, par contre, ça rapporterait énormément d'argent à la commune, et donc, du coup, en fait, pour le bien commun, une personne va être, entre guillemets, sacrifiée pour le reste de la communauté. C'est un autre type de valeur. Bon, personnellement, je suis pas d'accord avec ça, mais certains pourraient l'être. Quelle valeur on va défendre? Est-ce qu'on va plutôt défendre aussi même une question de la valeur, la libre entreprise? Alors quelqu'un, on peut lui poser la question, est-ce qu'il faut permettre à l'entrepreneur de s'installer? Quelqu'un peut répondre avant même de répondre à la question, enfin de réfléchir à la question, on va dire oui, par principe. Libre entreprise, on peut s'installer là. C'est une possibilité. Est-ce qu'immédiatement, on va regarder uniquement les arguments environnementaux, complètement indépendamment des aspects économiques et sociaux? C'est une possibilité aussi. On va hiérarchiser différemment les domaines selon nos propres valeurs. Et ça, c'est l'importance de la réflexivité dont je vous parlais tout à l'heure, justement. Quand nous, on fait nos choix démocratiques, sur quelle base on les fait? C'est précisément ça, c'est comment est-ce que nous, moi typiquement, je vais dire, moi je vais plutôt hiérarchiser, d'abord le sanitaire, d'abord les côtés humains quand même, puis ensuite après les côtés environnementaux, puis après l'économique et social. Enfin bon, le mix, après c'est toujours un peu traître, donc on sait pas trop. Peut-être dans ce sens-là, mais bon, ça ce sera mes valeurs, mais est-ce que ce seront les vôtres? Pas forcément. C'est ça aussi, c'est là que le débat démocratique il va exister, justement. Dans quel contexte? Puis, typiquement, on peut dire, je vais privilégier la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, qualité de vie? Une vraie question, ça aussi. Je parlais tout à l'heure de la définition des critères, la rigueur intellectuelle, la précision des termes. Qu'est-ce que ça veut dire qualité de vie? Parce que, est-ce que vivre dans un village qui est économiquement très dynamique, ça participe à la qualité de vie? Alors, oui, absolument. Mais on peut aussi dire que, justement, des nuisances potentiellement sonores, potentiellement visuelles aussi, cette usine, on va bien la voir, peut-être, ça peut nuire à la qualité de vie. Du coup, ça pose une question. Si on se dit, tiens, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la qualité de vie de mes concitoyens dans le village. Ouais, mais pourquoi est-ce que les gens ils sont installés ici? Ce petit village du sud de la France, pourquoi est-ce que les habitants sont là, en fait? Est-ce qu'ils sont là pour le calme? Est-ce qu'ils sont là pour le cadre? Est-ce qu'ils sont là pour la nature environnante? Ou est-ce qu'ils sont là parce que c'était plutôt proche de Montpellier et que, quand même, c'était plutôt pratique d'un point de vue économique d'être là?
parce que c'est pas très très loin, et que du coup on peut travailler à Montpellier, mais être dans un cadre sympathique. C'est pas du tout les mêmes motivations, qui vont du coup impacter considérablement les décisions. Un point important à noter avec ce que je vous présente dans cette mise en situation, c'est une vraie situation, hein. C'est pas juste comme ça, c'est une vraie situation, quelque chose qui est vraiment produit. C'est le petit village en question, c'est le village où il y a ma famille. Donc je vois tout à fait ce qui a pu se produire. Donc il y a beaucoup de questions qui ont été posées, hein. Mais justement, c'est des questions. On n'a pas des arguments. Et donc, qu'est-ce qui va faire des arguments? C'est précisément ce que je disais, c'est le rôle des connaissances. Toutes les réponses à mes questions, il faut que j'ai des connaissances pour avoir des réponses et pour vraiment prendre une décision. Si je suis juste dans les questions, hein, je suis bloqué en fait. Je vais juste avoir des questions. Des connaissances de plein d'ordres différents, au niveau local, au niveau contextuel. Où est-ce qu'elle est installée cette usine? Parce que même si elle pollue, si elle pollue dans un endroit où elle est dans un espèce de terrain vague, dans une zone qui est un peu à l'abandon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de limiter? Au moins, dans tous les cas, ça limitera considérablement les enjeux sanitaires, par exemple. Il y aura des enjeux environnementaux, mais pas sanitaires. Couper l'arbre sous le pied, tout un ensemble d'arguments. Si elle est proche d'habitation, par contre, là, on va vraiment devoir se poser la question des nuisances. Est-ce que c'est visible dans le paysage aussi, pour la question de qualité de vie? Voilà. Bon. Quel est l'état des finances du village? Est-ce que le village a vraiment besoin de cette entreprise pour joindre les deux bouts en termes de budget de la commune? Donc, quels sont les impôts locaux à nouveau? Quel est le taux d'emploi aussi? Est-ce qu'on a vraiment besoin pour ne pas avoir un chômage totalement débordant dans la commune? Quelles concessions aussi, de façon extrêmement locale et contextuelle, quelles concessions l'entrepreneur spécifiquement est prêt à faire pour s'installer là, pour accommoder les riverains? Est-ce que si la maire du village, elle va voir l'entrepreneur, elle dit votre usine elle peut nous intéresser, mais en même temps ça peut faire du bruit, ça peut être très voyant, etc. Si l'entrepreneur il dit je m'engage à justement à acheter spécifiquement des équipements qui vont faire moins de bruit ou à construire des encaissements qui vont faire qu'il y aura moins de bruit, que ça va moins se réverbérer, que ça se verra moins, etc. Alors ça c'est des vraies connaissances à avoir pour prendre une décision. Si on ne sait pas ça, on se dit juste on va se documenter de façon très générale sur ce que c'est que ce type d'entreprise, mais on n'aura pas des éléments qui seront critiques pour prendre une décision. Plus généralement, il y a aussi des connaissances qui vont du coup être indépendantes du contexte spécifique, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'une usine de retraitement de déchets de construction? C'est une vraie question, du coup, on ne peut pas vraiment prendre de décision si on ne sait pas ça. Il s'avère en fait que c'est une usine qui est très peu polluante. C'est une industrie qui est très peu polluante, au contraire, c'est quelque chose de plutôt écologique. Ça va plutôt retraiter des gravats. Et ça va recompacter des gravats pour refaire du matériau de construction. C'est du recyclage en fait, mais du recyclage qui n'est pas forcément polluant. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne aussi, typiquement avec le bruit, etc. Bon. Quelle réglementation nationale pour ce type d'usine et d'entreprise? Ça peut être une vraie question à se poser aussi. Est-ce que l'entrepreneur, indépendamment des concessions qu'il est disposé à faire, en quelle mesure est-ce que, de toute façon, il n'est pas réglementé par la loi de faire certaines choses pour limiter l'impact? Bon, c'est des connaissances, on a vu le poids je parlais aussi tout à l'heure du poids du contexte. La grande diversité de ces connaissances requises, et les différents arguments possibles qu'on a pu voir dans cette mise en situation un petit peu, ça implique de laisser du temps pour se documenter. Le débat citoyen, il prend du temps, déjà, ne serait-ce qu'en amont pour la documentation. Il faut aussi en avoir la possibilité de se documenter en premier lieu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut avoir un accès à l'information, il faut aussi que ce soit transparent. Ça, c'est totalement central pour la prise de décision démocratique. Là, on est dans le cadre d'une consultation publique, etc. Ça aurait pu aussi être décidé de façon complètement opaque par la mairie, avec un petit arrangement avec l'entrepreneur. Quel débat démocratique? Il n'y en a plus. Là, on est bloqué. Évidemment, il faut aussi pouvoir laisser la possibilité de délibérer, la possibilité matérielle de délibérer. Par exemple, à la mairie, si elle dit vous pouvez délibérer, c'est bien sympa, ouais, mais il faut pouvoir se retrouver en fait. Les citoyens, il y a des conditions matérielles. La délibération, ça se décrète pas, ça se construit. Il faut pouvoir en parler. Enrichir sa vision de la question. Parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure,
On n'est pas tout seul, on va prendre une décision, il faut pouvoir se mettre au point dans le point de vue de quelqu'un d'autre. Si évidemment, le viticulteur bio, il va avoir un point de vue très spécifique par rapport à quelqu'un qui vit de l'autre côté du village et qui, de toute façon, bon, peut-être peut avoir des considérations environnementales générales, mais il s'agit de voir un petit peu quels sont les arguments de chacun et de chacune, quoi. Et ça implique encore de laisser du temps, puisque ensuite après, il faut réfléchir, il faut délibérer, il faut se documenter, ça prend du temps, il faut en avoir la possibilité, puis ça prend encore plus de temps de réfléchir par-dessus et de délibérer. Si on vous demande, là, on est dans cette situation, puis on vous dit, bon bah voilà, vous nous donnez une réponse demain, c'est pas du tout pareil que si on dit, bon bah voilà, on vous donne une réponse dans 2 semaines. C'est quelque chose d'élémentaire, hein, mais en fait, l'urgence, c'est quelque chose dont il faut toujours se méfier. Alors, si quelqu'un vous demande de prendre une décision dans l'urgence, souvent c'est un très mauvais plan. C'est dans les processus de manipulation un peu de base, justement, c'est presser les gens. Bon, du coup, là, on peut reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, justement, hein, par rapport à notre grande grille, là, l'esprit critique, hein, justement, qui était un peu flou, qui était un peu vaste, etc. Bon, déjà, on va voir si on s'en est bien sorti, hein, par rapport à notre mise en situation, là, de ce que je vous ai dit. Bon, déjà, le simple fait même de se poser la question « est-ce que je m'en suis bien sorti ?», ça peut témoigner d'une forme d'humilité intellectuelle. Alors là, du coup, j'ai un peu gagné mon truc. Est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi? Si on se la pose sincèrement, ça c'est aussi un truc vraiment très important, c'est que là, sinon, si on reste que dans le déclaratif, si je déclare juste que j'ai fait ça, alors oui, c'est super, hein, mais c'est une question d'action. C'est pour ça que je parle vraiment de l'argumentation dans l'action. Dans l'action d'argumenter, pas juste, parce que sinon on va dire, ouais, je déclare avoir de l'esprit critique, oui, j'ai évalué la cohérence d'une source, etc. Alors oui, on peut évaluer minimalement, mais si on l'évalue en étant extrêmement biaisé, par exemple, et qu'on n'est justement pas réflexif, en ayant des a priori extrêmement forts, et qu'on va se faire par exemple un procès à charge à cet entrepreneur, est-ce que du coup on l'a vraiment fait? Bon, pas vraiment. Donc, là, c'était un peu la considération générale. Ensuite, après, quand on a cherché des connaissances, justement, quand on s'est posé des questions, là, par rapport à toutes ces questions, peut-être quand on a cherché des connaissances, on a dû évaluer la crédibilité et la cohérence d'une source. Alors évidemment, si c'est l'entrepreneur qui nous a dit « ouais, vous inquiétez pas, mon industriel pollue pas », peut-être qu'on était un petit peu mitigé. Par contre, si on a demandé aussi aux militants écolos du coin, celui qui est dans le conseil municipal, qui est vraiment hyper à fond sur la question de l'écologie, là on me dit, et qui nous répond lui aussi que « ah ouais, non, c'est bon, ça pollue pas », on se dit qu'a priori, c'est que ça devrait aller. Question de fiabilité, vous voyez, hein, on dit cette personne-là, elle a moins de conflit d'intérêt par rapport à ça. Au contraire, son intérêt serait plutôt de dire l'inverse. La question de la justification de ses choix, hein, on a cherché à comprendre quand on s'est posé des questions. On a été curieux, qu'est-ce que c'était que cette entreprise? Comment est-ce qu'on a... Comment ça fonctionne? Alors peut-être qu'on allait chercher sur Wikipédia ou sur d'autres domaines, mais on a quand même cherché à comprendre ce qui se passait. On a essayé d'avoir des informations qui étaient fiables, avec une rigueur intellectuelle. Alors oui, moi de titre personnel, j'aurais peut-être plutôt penché sur les questions sanitaires, en me disant, ouais, bon, quand même, ça peut être une nuisance. Finalement, en quelle mesure j'avais pas tort à la base, quoi. Donc, rigueur intellectuelle. Je dois me dire que, dans l'argumentaire, ça peut être un argument, mais peut-être que c'est un argument relativement mineur. Il s'agit de construire un argumentaire qui est robuste. Si on fait tenir l'intégralité de son argumentaire, de sa position, sur un argument qui est en fait relativement anecdotique, notre position n'est pas vraiment stable. C'est facilement attaquable. Et donc, dans la délibération et dans la prise de connaissance, on a dû interpréter, on a dû faire des inférences. Quand on a pris des connaissances comme ça, oui, bon, on a vu que la réglementation, machin, qui régissait les entreprises de retraitement des déchets de construction, on a vu que c'était réglé d'une certaine façon, quoi. Bon, on en a fait une déduction. Ah, ça veut dire que l'entrepreneur, il pourra pas faire n'importe quoi, parce que sinon, en termes de réglementation, il va se faire taper sur les doigts, et donc du coup, ça veut dire que je peux être rassuré par rapport à cet aspect environnemental. Il y a un vrai fil. On n'est pas juste sur une connaissance hors sol qui va... Et du coup, on s'est aussi, potentiellement, quand on a cherché, quand on a délibéré, ouvert aux autres arguments, même si le viticulteur bio du coin on l'aime pas parce qu'il a toujours été désagréable et qu'il garde sa voiture n'importe comment sur le parking de la mairie, peut-être on a pu écouter un peu ses arguments, et non mais ça peut être un vrai enjeu, hein, c'est de dire voilà, quelqu'un qu'on n'apprécie pas du tout, que peut avoir un point de vue qui est parfois pertinent.
Euh, Globalement, là, du coup, on a, avec cette mise en situation, un peu cartographié les différentes compétences, les différentes dispositions de l'esprit critique. Donc bon, on peut s'estimer que c'était plutôt pas mal. Un petit point quand même, du coup, sur les compétences argumentatives, et je vais peut-être accélérer, parce que sinon je vais dépasser le temps imparti. L'argumentation, comme je vous l'ai présenté là, on a toujours cherché à produire une décision argumentée. Mais l'argumentation, c'est un processus qui requiert en lui-même de multiples compétences. Vous voyez, un peu une espèce d'effet de tiroir, comme ça, on a les compétences de l'esprit critique, c'est l'argumentation. L'argumentation requiert elle-même des compétences. Des compétences langagières, il faut savoir exprimer ses idées et ses relations. Des compétences sociales, il faut savoir écouter, il faut savoir gérer les conflits, il faut savoir collaborer avec les personnes aussi, dans la délibération. On n'est pas là pour se taper dessus, on est là pour délibérer. Et tout un ensemble de compétences cognitives. Il faut savoir se positionner. Parce que bon, quand on a plein de connaissances comme ça sur la situation, comment est-ce qu'on se positionne à la fin ? À la fin, il faut trancher, oui ou non. On peut s'abstenir, on peut aussi choisir de s'abstenir, mais c'est une position en soi. Il faut prendre conscience qu'une thèse ne va pas de soi, doit être justifiée. Typiquement, la personne qui a commencé par nous dire « Ouais, la libre entreprise, donc c'est bon, la personne peut s'installer », bon, c'est un peu court comme argumentaire, quoi. Ça doit être justifié. De fait, il faut aussi avoir des compétences pour justifier son point de vue. Articuler une thèse, un avis, une idée, à une ou plusieurs justifications, construire un argumentaire robuste, c'est des compétences importantes à développer, qui se travaillent. Être capable de prendre en compte le point de vue d'autrui, et évaluer les assertions. Il s'agit d'être capable de porter un regard critique sur ces assertions. Parce que même si, alors là, dit comme ça paraît un petit peu théorique, mais en fait, on est quotidiennement dans l'argumentation. Tout le temps, hein, enfin vraiment, même les enfants d'ailleurs, moi je travaille aussi justement avec des enfants, même les enfants sont quotidiennement dans l'argumentation. Quand ils doivent choisir entre deux Pokémon pour savoir lequel des deux est le plus fort, bah, ils sont dans l'argumentation. Ils peuvent avoir des vrais arguments objectivables et construits. L'enjeu, c'est précisément d'apprendre à expliciter ça pour pouvoir le faire de façon raisonnée et de façon maîtrisée, de façon contrôlée. Pour choisir un restaurant aussi, par exemple. Choisir un restaurant. Bon, est-ce que je préfère... alors, on est avec des élèves, vous allez sortir de la conférence, vous avez faim. Est-ce que vous allez manger une pizza ou des sushis ? Bah, alors ça peut être une vraie question. Alors les sushis, c'est peut-être plus cher, mais en même temps, une pizzeria, bon, ce sera peut-être plus facile, ça concentrera peut-être plus de monde. Ah oui, mais on aime tellement les sushis. Alors vous voyez, c'est des arguments qui sont objectivables. Certains, c'est plus cher. C'est un truc objectivable, un prix donné. Et il y a des arguments qui sont beaucoup plus subjectifs, mais qui sont aussi des arguments. Le fait que voilà, les sushis, ça peut être ma nourriture préférée, alors bah, ça peut être une occasion. Voyez. Pour conclure, par rapport à cette question d'esprit critique de façon large, améliorer la qualité de notre argumentation sur donc, des questions qui engagent notre société à différentes échelles. Je vous ai présenté une mise en situation vraiment très locale, mais évidemment, ça c'est quelque chose qui peut s'appliquer à plein d'échelles différentes. Des échelles locales, nationales, globales, le réchauffement climatique par exemple. Pour qui on va voter ? À une échelle nationale. Pour quelle raison ? Lui, je l'aime bien, il a un beau costume. Bon, évidemment, non, quoi. Il y a des gens qui votent comme ça, vraiment. Mais le truc, c'est que justement, quand on dit pour qui on va voter, alors on peut dire on va voter pour machin, pour son programme économique, mais si ça se trouve, son programme écologique sera très mauvais. Quand il s'agit vraiment des questions complexes, ça fait partie de ça aussi. Un programme politique, c'est quelque chose d'extrêmement large et d'interconnecté. Moi, typiquement, en tant que chercheuse, le premier truc que je vais regarder, je réfléchis aussi un peu à mon intérêt, c'est le programme universitaire. Qu'est-ce que la personne propose pour les universités ? C'est peut-être le tout premier truc, parce que ça va m'impacter vraiment très immédiatement. Puis après, je vais lister comme ça, le programme universitaire, le programme écologique, on peut voir un peu comme ça. Mais pourquoi je le fais ? Moi, je suis explicite sur le fait que c'est ma position, et que ça peut se discuter, chacun son... Parce que l'enjeu, in fine, c'est la prise de décision démocratique, réflexive et raisonnée. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si l'esprit critique est en lien avec l'argumentation, on peut dès maintenant mobiliser notre esprit critique.